Un mystère de meurtre à Burning Man. Le nom de l'homme retrouvé dans une mare de sang lors du festival artistique annuel du Nevada, qui attire des dizaines de milliers de personnes dans une ville temporaire, est désormais connu. Ce que nous savons sur la victime est la quête de réponse dans une affaire de violence choquante dans le désert. Nous enquêtons sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Si vous n'avez jamais entendu parler de Burning Man, lorsque vous voyez des photos de l'événement, c'est beaucoup à assimiler. Mais ce que vous devez comprendre dans cette histoire, c'est que ce festival artistique, connu dans le monde entier, est devenu cette année le théâtre d'un meurtre. Tout cela s'est passé samedi soir de la semaine dernière. Voici Vadim Kruglov, âgé de 37 ans. Originaire de Russie, il vivait dans l'État de Washington aux États-Unis et était artiste. D'après ses amis, il a contribué à une installation artistique au festival Burning Man cette année. Et voici une vidéo où l'on voit apparemment Vadim dessiner le plan du campement et de l'installation artistique pour le festival. L'un de ses amis l'a qualifié de véritable héros de Burning Man, toujours prêt à aider les autres. Mais la police affirme que Vadim a été assassiné dans la nuit du 30 août. Le shérif local a indiqué qu'il avait été retrouvé dans une mare de sang et qu'il a fallu plusieurs jours pour l'identifier. Un ami a partagé une vidéo de Vadim faisant la fête au Burning Man cette année peu avant sa mort. Avant d'aborder les éléments de preuve dont nous disposons dans la recherche du meurtrier de Vadim, je voudrais vous présenter ce qu'est Burning Man et ce qui s'y passe chaque année, car c'est un endroit très particulier et certainement une scène de crime unique et potentiellement difficile pour les forces de l'ordre. Ce festival a lieu chaque année à Black Rock City dans le Nevada. Situé dans le nord-ouest du Nevada, cet endroit très isolé est à plus de 2 heures au nord de Reno. En zoomant sur Google Maps, on voit cette demi-lune. C'est la ville temporaire de campement qu'environ 80 000 personnes construisent chaque année autour de la fête du travail pour Burning Man. Le festival dure 9 jours jusqu'à la fête du travail. Les gens se rassemblent en costumes extravagants, profitent de la musique live et célèbrent l'art et la culture. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2023, en parlant de l'ambiance que crée Burning Man, il y a eu une tempête qui est passée. Cela a créé une scène incroyable où des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées piégées dans la boue et cela a écourté Burning Man. Mais cette année, l'événement a dû faire face à un problème bien différent, à savoir le meurtre maintenant de Vadim Kruglov. Le moment fort de Burning Man est l'incendie annuel de l'installation artistique L'Homme. On y met le feu, voici une photo prise lors d'un précédent événement. Le bureau du shérif du comté de Pershing, Nevada, a déclaré que le samedi 30 août, il était environ 21h14 ce soir-là, juste au moment où l'installation artistique était incendiée, lorsque des festivaliers ont fait signe aux adjoints du shérif en disant qu'ils avaient trouvé Kruglov dans une mare de sang sur le sol. Au moment de cet enregistrement, nous ignorons la cause du décès de Kruglov, mais la police affirme que son corps était, je cite, « manifestement décédé ». Les adjoints du shérif ont interrogé les personnes sur place, recueilli des preuves et bouclé une partie du campement où le corps a été retrouvé. Ce n'est que mercredi soir que les forces de l'ordre ont annoncé que Kruglov était la victime du meurtre. Le médecin légiste a indiqué qu'ils avaient dû l'identifier grâce à ses empreintes digitales. Avant son identification, ses amis ont publié des photos en signalant sa disparition et en demandant de l'aide pour le retrouver. Cet ami a affirmé avoir été à des lieux à Burning Man, dont le Mayan Warrior, et voici une photo de sa page Facebook. C'est une scène musicale mobile, c'est un incontournable du festival. Elle a aussi dit qu'il avait dansé dans une pyramide. Il semble donc que Kruglov se soit trouvé à plusieurs endroits la nuit de sa mort et dans les heures précédant son meurtre. Nous savons que Kruglov venait de Russie mais vivait dans l'État de Washington. Nous avons aussi appris qu'il avait vécu à New York, ce qui suggère une présence prolongée aux États-Unis. Les adjoints du shérif disent que sa famille a été informée de son meurtre. Il y a actuellement une collecte GoFundMe pour réunir des fonds afin de rapatrier ses restes dans sa ville natale en Russie. Les organisateurs du festival Burning Man ont publié un communiqué indiquant qu'ils coopèrent avec l'enquête. Mais un aspect intéressant de cette enquête, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'images de la scène du crime, car il y a très peu de réseaux mobiles dans le désert où se déroule Burning Man.
Les organisateurs précisent mais que des points Wi-Fi sont disponibles. Il sera intéressant de découvrir, à mesure que l'enquête progresse, quelles images et vidéos apparaîtront lorsque les gens quitteront Burning Man et auront du réseau. Nous accueillons Bobby Chacon, ex-agent du FBI et avocat retraité. Merci. D'être avec nous sur Law and Crime. Je pense à cette scène de crime et à cette ville de tentes improvisées. C'était la nuit, vous êtes dans le désert, il n'y a pas beaucoup de réseau téléphonique. Je veux dire, comment enquêter sur cette affaire dans ce genre d'environnement ? Oui, c'est vraiment difficile parce qu'il y a tellement de personnes impliquées, tellement de personnes qui pourraient être des témoins. Et puis, vous savez, ils se dispersent que tous après, vous savez, le concert ou la fin de l'événement. D'un côté, il pourrait y avoir beaucoup de témoins vu le nombre de personnes à l'événement, mais d'un autre, ce sont surtout des gens de passage. Ils sont partis en un jour ou deux. Vous ne savez pas où ils étaient. Vous savez, les billets pour ce genre d'événement peuvent être assez anonymes. Et donc, vous ne savez pas qui a réellement été témoin de la scène. Donc, en réalité, il faut en quelque sorte lancer un appel au public pour obtenir de l'aide. Vous devez en quelque sorte aller sur leurs réseaux sociaux, leurs plateformes, là où le public qui a assisté à cet événement va pour partager des informations et ce genre de choses. Donc, il faut en quelque sorte devenir malin sur qui est votre public, puis essayer de les atteindre de cette manière. La bonne chose, c'est que beaucoup de ces personnes ont, vous savez, des vidéos qu'ils ont peut-être prises avec leur téléphone portable. Même sans réseau, vous pouvez utiliser votre téléphone comme appareil photo pour prendre photos et vidéos. Il pourrait y avoir des photos et vidéos précieuses. Nous savons déjà, grâce au reportage, qu'il semble y en avoir, car ils ont en quelque sorte identifié la victime à certains endroits pendant l'événement Burning Man. Il était ici et là, donc ils le savent soit grâce à un témoin direct, soit en ayant vu une vidéo le montrant à ces endroits. Ils ont besoin de plus de ça. Ils ont besoin de plus de vidéos pour voir avec qui ils dansaient, avec qui ils traînaient, avec qui ils buvaient, ce genre de choses. Et vous savez, même s'il peut y en avoir beaucoup, il s'agit en fait de trouver les personnes qui les ont et de les amener à vous répondre. Vous savez, c'est ça le défi. Il y a peu de réseaux mobiles, mais quelques points Wi-Fi existent. Mais d'un autre côté, tout l'événement semble être destiné au public des influenceurs Instagram. Donc, les gens prennent des vidéos. Elles ne sont tout simplement pas encore sorties, ce qui est assez intéressant dans cette histoire. Sans vouloir être morbide, mais c'est un peu comme ça que cette histoire a commencé. Et il a été décrit que cette victime était dans une mare de sang et ce que les gens, la perception de ce que cela pourrait être, mais sachant que c'est ainsi que son corps a été retrouvé, qu'est-ce que cela vous dit sur la chronologie potentielle du moment où ce meurtre a eu lieu ? Eh bien, vous savez, j'ai lu ce rapport et je ne sais pas où il a été retrouvé dans la mare de sang. Donc, vous savez, une mare de sang signifie souvent, vous savez, une blessure traumatique, vous savez, un coup avec un objet contondant ou quelque chose comme ça. Ou cela pourrait être, vous savez, une blessure par balle. Mais on pourrait penser qu'un événement comme celui-ci, avec autant de monde dans un espace aussi restreint, où les gens sont entassés, vous savez, quelque chose comme un coup de feu ou même un passage à tabac avec un objet contondant attirerait l'attention des personnes autour, vous voyez. Et donc, il y aurait, vous savez, beaucoup plus de gens qui signaleraient cela et iraient voir les autorités et ce genre de choses. Cela soulève vraiment la question des causes et circonstances du décès. Sans rapport d'autopsie, était-ce un couteau? Un couteau pourrait être utilisé plus discrètement pour infliger une blessure qui créerait une mare de sang. Pourtant, les gens verraient toujours cette personne en détresse. S'il avait été retrouvé derrière des toilettes portatives ou dans un lieu isolé, cela aurait une autre signification pour moi. Donc tout dépend de l'endroit, de l'emplacement exact dans cette foule lors de cet événement où il a été retrouvé. Oui, parce qu'il semble, d'après ce que j'ai vu, que ses amis parlèrent de tous les endroits où il était cette nuit-là. Vous savez, c'est encore une fois, c'est cette immense ville de tentes de 80 000 personnes. Les détectives disent avoir interrogé des gens cette nuit-là. Mais qui? Comment a-t-il pu disparaître dans une telle foule? Je ne suis jamais allé à Burning Man personnellement, donc je ne sais pas s'il y a des endroits où on peut simplement disparaître et où quelque chose comme ça pourrait potentiellement arriver. Je sais qu'ils ont dû l'identifier grâce à ses ongles. C'est une autre question morbide, mais que suggère-t-elle sur ce qui a pu se passer dans ce crime? Eh bien, ça me dit qu'il y avait suffisamment de dégâts importants sur son visage. L'identification faciale est généralement la méthode que nous utilisons. Vous essayez de trouver des personnes, des amis, des membres de la famille qui peuvent identifier quelqu'un par son visage. Si vous devez recourir à autre chose, cela signifie qu'il y avait tellement de dégâts au visage qu'une personne ne pouvait pas l'identifier, que ce soit en personne ou en prenant une photo que vous envoyez à quelqu'un en lui demandant « Est-ce cette personne ?» Parfois, il est très difficile
de faire venir des gens qui doivent voir leurs proches dans cet état. Cela montre qu'il y avait de nombreux dégâts à son visage. Si le visage est méconnaissable, nous examinons les tatouages ou les cicatrices visibles. Est-ce qu'ils avaient un tatouage de, vous savez, Jésus-Christ sur l'avant-bras droit? Ce genre de choses est très spécifique et la famille peut le confirmer. Cela ne permet pas d'identifier précisément quelqu'un, mais réduit les possibilités et aide à inclure ou exclure des personnes. Et puis, bien sûr, l'acide désoxyribonucléique et les empreintes digitales et les dossiers dentaires sont des éléments que nous utilisons pour aller plus loin lorsque nous ne pouvons pas obtenir, vous savez, cette identification par reconnaissance faciale. Je sais, et d'après ce que les forces de l'ordre nous ont dit, quand ils ont découvert son corps, ils ont bouclé la zone où son corps a été retrouvé. Ils ont tenté de rassembler un maximum de preuves. L'aspect unique ici est que le Burning Man est fini. Donc, cette vaste zone du désert où toutes ces personnes se trouvaient, tout a disparu. C'est parti. Cela pose-t-il problème aux forces de l'ordre? Avez-vous encore besoin de la scène du crime? De la scène, vous savez si cela s'est produit samedi soir, maintenant qu'elle semble avoir disparu, est-ce un problème? Ça peut l'être, bien sûr. Comme on vient de le dire. Est-ce qu'il y avait des structures temporaires qui auraient pu servir de couverture à quelqu'un qui voulait faire quelque chose comme ça? Donc, espérons qu'ils ont pu arriver là-bas avant que ces structures soient démontées et enlevées, ou bien qu'ils aient des photos de toutes ces structures, peut-être des photos aériennes, des images de drones, des choses comme ça que les gens de la production prenaient et dont on peut ensuite obtenir des copies. Parce que ces structures temporaires pourraient vous donner beaucoup d'informations sur les déplacements de la personne ou de l'auteur, ou sur l'endroit où cela s'est produit et comment cela s'est passé. S'il y avait des structures temporaires autour, cela pourrait potentiellement offrir, vous savez, un bon endroit pour battre quelqu'un à mort sans que personne ne regarde. Une fois ces structures disparues, on ne peut plus vraiment imaginer cela. Donc, il est très important qu'il, encore une fois, fasse ce genre de choses. Cela peut aussi être fait. Vous pouvez recréer une scène ainsi avec des vidéos. Si des personnes publient ou partagent des vidéos en ligne, le FBI dispose généralement d'un site web pour les télécharger et les faire examiner. Et donc, si les gens font cela, ils peuvent peut-être reconstituer certaines de ces choses grâce à des vidéos et des photographies. Mais c'est très important d'avoir cette information. Sans aucun doute, et parce que je pense aux endroits dont son ami parlait en ligne quand il était porté disparu en disant « Eh, c'est là que je l'ai vu la nuit où nous avons perdu sa trace ». Et je pense aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, que les billets pour cet événement, ce n'est pas comme pour un événement sportif. Peut-être que si j'achète, tu sais, et que j'entre mon numéro de carte bancaire, que c'est mon nom et tout ça, tu achètes, mais ça peut quand même rester assez anonyme d'aller à Burning Man si quelqu'un dit que tu es dans son camping-car avec lui. Comment retrouves-tu qui aurait pu être autour de lui cette nuit-là? Même avec une vidéo montrant des gens en costume faisant la fête, comment identifies-tu cette personne? Oui, c'est vrai. Oui, mais pour ton exemple, si tu as ton billet sur ton téléphone, beaucoup d'endroits font tout par vidéo. J'ai vu ça en allant récemment à des concerts. Tout passe par téléphone et application, sans billet papier. L'avantage, c'est que tu sais qui est-ce que la personne, et souvent tu as aussi son numéro de siège, sa rangée ou sa section, ainsi que l'identité de ceux autour de toi. Tu n'as pas ça ici dans ce genre d'événement. Et ça devient vraiment, vraiment difficile. Encore une fois, tu dois faire appel au public et demander son aide. Tu dois dire, on le voit à 3 endroits différents avec cette personne qui porte un masque particulier, et voici le masque. Quelqu'un sait-il qui porte ce masque? Donc, tu ne demandes pas forcément à propos de la victime ou même de l'auteur, tu demandes à propos d'une certaine personne qui pourrait être un témoin. Et donc, s'il porte ce genre de costume unique ou des choses particulières, tu as besoin de l'aide du public pour les identifier. Comme tu l'as dit, il y a sûrement des milliers d'heures de vidéos mises en ligne sur diverses plateformes sociales. Et est-ce que les autorités ont les ressources pour passer tout ça, disons, dans un programme d'intelligence artificielle et dire « Montre-moi toutes les personnes qui étaient, tu sais, à une certaine distance de cette personne précise sur n'importe quelle vidéo. » Ensuite, tu peux commencer à travailler avec ça. Mais au final, tu as sûrement besoin de l'aide du public, des personnes présentes, même si elles ignorent leur implication ou leur proximité avec la personne. Elles doivent revoir leur vidéo. Ils doivent dire « J'étais juste derrière lui, je ne m'en suis même pas rendu compte. » Il faut donc vraiment demander l'aide du public. Et juste en regardant des photos de Burning Man aujourd'hui et en essayant de reconstituer cette histoire, je veux dire, comme les costumes. Si tu es agent des forces de l'ordre et que tu veux parler à quelqu'un portant un masque d'ours, comment savoir qui c'est? Je veux dire, c'est très complexe.
La question des ressources est aussi intéressante qu'à Ceylon car le bureau du shérif du comté de Pershing, Nevada, est un lieu très rural. Je veux dire, ils doivent lui couvrir beaucoup de terrain au quotidien, mais Burning Man est probablement le plus grand événement qui se passe là-bas chaque année. Originaire de Russie, il a vécu à Washington hors de l'État. Vous voudrez sûrement parler à des personnes de divers États, car des gens viennent de partout à Burning Man. Comment rassemblez-vous les ressources pour cette affaire, surtout dans un petit bureau du shérif où cela s'est produit? Vous savez, j'ai été impliqué dans de nombreuses affaires comme celle-ci, surtout quand je dirigeais l'équipe de plongée dans des juridictions rurales plus petites qui ne pouvaient même pas se permettre d'avoir une équipe de plongée. Ils appellent le bureau local du FBI et demandent de l'aide. Et nous avons au FBI un budget chaque année appelé Coopération policière nationale. Nous avons aussi la coopération policière étrangère. Et les affaires de coopération policière nationale, la direction de la coopération policière, sont gérées sous un certain numéro de dossier. Nous ne sollicitons ni fonds ni entraide mutuelle de la juridiction qui demande notre aide. Nous venons simplement et nous apportons notre assistance. Et j'ai fait cela plusieurs fois avec l'équipe de plongée. Donc, ils peuvent probablement appeler ou contacter leur bureau local du FBI et voir si le FBI ne peut pas leur fournir certaines ressources pour faire cela. Le FBI possède des bureaux aux États-Unis et à l'étranger, notamment en Russie et à Tacoma, Washington, avec des agents sur place en permanence. Ils pourraient donc demander ce type d'aide au département de la sécurité intérieure ou à une autre agence fédérale. Les agences fédérales disposent effectivement de ressources qui sont conçues et spécifiquement réservées pour aider les forces de l'ordre local. Lorsqu'il s'agit de déterminer le profil d'une victime et de savoir s'il s'agissait d'une attaque aléatoire, je veux dire, nous ne savons pas grand-chose sur lui à part qu'il était originaire de Russie et qu'il avait vécu aux États-Unis, apparemment pendant un certain temps, et qu'il était artiste. Beaucoup l'apprécient. Je pense à Burning Man, où beaucoup consomment de la drogue. Qui sait ce qui se passait dans sa vie personnelle et qui l'entourait? Si vous êtes le détective ou l'agent qui essaie de reconstituer qui pourrait être impliqué ici, comment faites-vous pour établir ce profil de la victime et déterminer à qui elle était liée? Eh bien, vous savez, vous faites une plongée approfondie dans sa vie. Il faut assumer son identité et se demander qui était-il? Où en était-il dans sa vie, ses affaires et son art? Avait-il des ennemis? Y avait-il des gens qui ne l'aimaient pas à cause de relations personnelles, de relations financières ou, vous savez, de relations professionnelles liées à son art? Et ensuite, vous essayez de déterminer s'il s'agissait d'une attaque ciblée. Peut-être que quelqu'un l'a suivi jusqu'à Burning Man. Si vous voulez faire du mal à quelqu'un, même s'il semble qu'il y ait beaucoup de monde autour, en réalité, la foule offre à l'auteur une certaine forme d'anonymat. Donc, vous savez, il faut se poser la question. Ou bien est-ce que c'était un événement aléatoire qui s'est produit à Burning Man? Est-ce qu'il a énervé quelqu'un là-bas? Est-ce qu'il a bousculé la mauvaise personne sans s'excuser? Il y a des milliers de possibilités différentes qu'il faut examiner. Mais la première question, c'est est-ce que c'était quelqu'un qu'il connaissait déjà avant même d'aller à cet événement? Et pour cela, il faut vraiment examiner sa vie, ses activités sociales, ses activités professionnelles et voir si quelqu'un avait un différend avec lui, un intérêt financier dans sa mort ou quelque chose de ce genre. Et ça, c'est une toute autre partie de l'enquête, différente de ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire l'emplacement physique et ce genre de choses. Donc, vous interrogez ces témoins, vous analysez ces vidéos, et puis quelqu'un d'autre, une autre partie de votre équipe, espérons-le, fait une enquête approfondie sur sa vie. Avait-il des ennemis ou des conflits récents avec quelqu'un? Beaucoup de choses doivent se passer en même temps. Combien de temps? Parce que je sais, vous savez, c'est peut-être plus un truc de série télé quand les gens parlent qu'il y a des 48 premières heures pour résoudre un meurtre. Il y a une grande différence, comme vous le savez, entre ce qu'on voit à la télévision et ce qu'il faut vraiment pour résoudre ces crimes. Mais d'après ce dont vous parlez, reconstituer son profil, retrouver toutes les personnes avec qui il était, contacter des gens dans différents états. Je veux dire, de combien d'heures parle-t-on? Quel type de main-d'œuvre cette enquête nécessiterait-elle pour vraiment commencer à avancer si quelque chose ne se débloque pas tout seul devant vous? Oui, cela pourrait prendre beaucoup de temps. Et comme tout est tellement dispersé, il faut d'abord découvrir qui sont vos témoins. Cela pourrait prendre du temps pour les raisons évoquées. Ensuite, il faut envoyer et retrouver des gens sur place. Les identifier n'est que la première étape et cela va déjà être difficile en soi. Ensuite, les retrouver est la deuxième étape. Cela pourrait être compliqué.
Et ensuite, les amener à coopérer pourrait être une troisième étape difficile. Donc, il faut passer par ce processus et cela prend du temps. Vous pouvez imaginer combien de temps il va falloir pour passer en revue toutes les vidéos, établir une liste de personnes à interroger, puis découvrir où se trouvent ces personnes dans le monde, car il s'agit d'un événement international. Vous devrez peut-être beaucoup voyager pour rencontrer ces personnes qui doivent aussi accepter de vous parler. Et ce sont essentiellement les 3 étapes, mais chacune de ces étapes, vous savez, peut prendre énormément de temps. Oui, c'était une affaire très difficile. Je veux dire, entre le fait que ce soit dans le désert, un endroit qui n'existe même plus, sans service de téléphonie mobile, vous savez, les costumes, tout ça. Les forces de l'ordre ont fort à faire dans cette affaire, l'agent du FBI à la retraite et avocat Bobby Chacon. Ravi de vous avoir sur Law & Crime, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité, Chris. C'est tout pour cette édition de On the Case, présentée par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre compte Spotify. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.